on va aller direct au but avec nous en studio pour commenter et nous expliquer cette autre annonce, encore une fois, sur un troisième lien, avec un corridor qui a été retenu entre le chemin des Îles à Lévis et sur la Rive-Nord, soit le boulevard Pierre-Bertrand ou encore l'autoroute Robert-Bourassa. Donc, c'est un pont-tunnel, avec un tunnel là, qui va être creusé en dessous de la ville de Québec, selon ce qu'on en comprend. Avec nous en studio, la ministre des Transports, vice-première ministre du Québec, Mme Geneviève Guilbeault. Mme Guilbeault, bonjour. Bonjour, messieurs. En tout respect, là, on va régler ça en partant, je pense. Oui. Essayez de nous convaincre qu'on n'est pas en train de jouer actuellement, ce matin, encore une fois, dans une espèce de pièce de théâtre politique pour essayer de sauver quelques sièges dans la région de Québec. Bien, à chaque fois que je viens ici puis qu'on parle du troisième lien, vous me posez cette question-là, oui. Puis j'ai toujours la même réponse parce que vous avez raison sur le déficit de crédibilité. Puis il y a un an, jour pour jour, le 12 juin 2024, on présentait avec le premier ministre le rapport de la CDPQ Infra sur la grande étude de mobilité. Bon, il y avait la partie sur le tramway, puis on abordait aussi le troisième lien et on a dit, là, nous, on va le réaliser le troisième lien. Puis là, je disais, je sais très bien qu'il y a beaucoup de scepticisme. Fait que je vais revenir à chaque fois, étape par étape, à chaque fois qu'on va franchir une étape vers la réalisation du troisième lien, je vais revenir faire un compte-rendu puis mettre à jour sur le projet puis démontrer le travail qui se fait. Fait que c'est ça que j'ai fait. L'été passé, il y a un an, on déposait le rapport. L'automne passé, je suis venue ici fort probablement, on a fait l'appel d'intérêt. Première fois qu'on sortait le projet du gouvernement du Québec puis qu'on allait sur les marchés. Très grand intérêt, sans précédent dans un projet de transport au Québec. Février dernier, on a fait les portes ouvertes à Québec, à Lévis. 514 personnes qui sont venues. Donc, première fois qu'on sortait expliquer le projet aux citoyens directement, on présentait les corridors et tout ça. Et là, je disais, prochaine étape, ça va être l'annonce du corridor sélectionné. Fait que je suis ici avec vous aujourd'hui. On a le corridor sélectionné. Et je vous dis déjà que la prochaine étape, cet automne, ça va être le tracé plus précis. Vous l'avez dit, là, il y a comme 2 têtes ou 2 axes possibles. Oui, on va y revenir, Rive-Nord. parce que dans les 2 cas, il y a beaucoup de questions aussi là, sur... C'est ça. Mes prochaines étapes cet automne, puis peut-être vous me réinviterez, le tracé plus précis, puis le budget cible. Mais on a l'impression que c'est encore une idée. Ça avance. Parce qu'on n'a pas vraiment d'échéancier, il n'y a pas de coût non plus, on n'a pas de, de maquette, on n'a pas d'études. Avez-vous des études qui font état des besoins de l'achalandage, par exemple, d'utilisation de ce corridor-là? Bien, des études, écoutez, il y en a eu autant comme autant. On a des pages et des pages d'études. Là, les études qu'on a à faire, parce que oui, ça va en prendre, puis c'est pour ça qu'il fallait annoncer le corridor. Parce qu'une fois que tu as ton corridor, on va pouvoir faire des forages. Tout ça, vous avez dit, il y a une partie tunnel. Alors là, on va pouvoir faire de l'exploration, des sols, etc., pour pouvoir définir le tracé plus précis. Parce qu'on ne voulait pas se mettre à faire des forages partout sur tous les corridors. Mais ça, des carottes, il y en a déjà dans le fleuve aussi, puis ça a amené nulle part. Je veux dire, ça, c'est pas si concret que ça, les forages. Non, mais tu sais, on peut se dire à chaque fois, bon, on vous croit pas que vous allez le faire. Puis moi, je réponds, on est en train de l'avancer. C'est pour ça que, tu sais, à un moment donné, si je faisais jamais d'annonce, vous diriez, qu'est-ce que vous êtes en train de faire dans vos bureaux? Il y a tout qui avance. Ouais. Fait que là, mais... là, on est transparent, mais je suis d'accord avec vous. Les gens, ils attendent de voir étape par étape. C'est sûr qu'ultimement, ça va être la fameuse pelletée de terre. Ou je dirais même la signature du contrat. Oui, mais là, ça, c'est du concret. Là. Ça va être du très concret. Ça? Mais juste avant la signature du contrat, là, quand on va avoir passé l'appel de qualification puis l'appel de proposition, au terme de ça, là, on va avoir des entreprises, des grosses entreprises qui vont s'être qualifiées, qui vont avoir déposé des propositions de projet, des propositions financières et tout ça, qui vont avoir mis bien du temps, de l'argent puis du monde là-dessus pour faire le projet avec nous. Pourquoi ça n'a pas été fait avant aussi, si on se rend là, honnêtement, là, on va être rendu à une étape pas mal irréversible. Pourquoi ça n'a pas été fait avant? Est-ce que vous maintenez ce que votre collègue nous a dit cette semaine, Samuel Poulin, qui nous a dit que vous avez trop écouté les gens qui avaient des études et des chiffres à une certaine époque? Oui, j'ai vu votre entrevue avec mon collègue. Elle s'est promenée un peu, là. Il y a des gens qui émettent des doutes là-dessus. Ça a fait grincer des dents un petit peu. Il faut justement écouter ceux qui ont des études et des chiffres là-dessus. Êtes-vous d'accord avec ce qu'il a dit cette semaine? Je pense que ce qu'il voulait dire, c'est que peut-être des fois, on se laisse influencer consciemment ou non, ou volontairement ou non, par certains discours, de la contestation, de l'adversité. Là, moi, il y a eu la pandémie. Vous vous souvenez, on ne reviendra pas sur tout ça, mais la pandémie a quand même bouleversé énormément de choses. Mais le REM s'est fait à Montréal. Mais, tu sais, le REM, c'est ça. C'était le REM dans l'ouest de Montréal. C'est le temps du temps des libéraux. Mais ce que je veux dire, c'est que là où je pense qu'on est tous d'accord, puis c'est un peu ça que je réponds des fois aux gens, comment vous allez nous démontrer ci, nous démontrer ça? On n'est plus à une étape de pour ou contre un troisième lien, en ce qui me concerne. C'est à qui qu'on en a besoin. À cause du consensus aussi. Encore les PME cette semaine, la Fédération canadienne de l'entreprise qui sortait 64 des PME qui disent que c'est urgent de le construire, puis qui sont stressés qu'il n'y en ait pas.
Alors, on n'est plus pour ou contre le troisième lien. Puis je vous dirais, on n'est plus en train d'essayer de convaincre la gauche, de convaincre les journalistes, de convaincre un élu qui est contre, de convaincre Québec solidaire. On n'est plus là. Souhaitez-vous un contrat Nous, on signé? veut le réaliser. Il me reste un peu plus d'1 an. Fait que moi, je vais avancer au maximum, de façon intelligente, mais de façon optimale pour que le projet franchisse le plus d'étapes possible. Souhaitez-vous un contrat signé avant les élections de 2026? Dans un monde idéal, ce signé serait et ça. bétonné, je vais même dire. Ben, une fois que le contrat est signé, il est signé, mais là, on est à début 2027 parce qu'avec les processus, on va aux marges actuellement de ce qui est possible dans la réalité du marché. Parce que quand on leur parle, puis tu sais qu'on leur a parlé après l'appel d'intérêt où on a eu 23 entreprises qui se sont montrées intéressées, on les a presque tous rencontrés et on leur a tous parlé. Puis on a discuté avec eux là, sur le futur processus, puis tout ça, qu'est-ce qui est réaliste pour vous? Parce qu'eux nous disent, écoutez, nous, là, il faut préparer, il faut monter des dossiers, tout ça, il faut se qualifier. On ne peut pas avoir un mois pour faire ça. Là. Donc, c'est l'équilibre entre ce qu'eux nous demandent comme délais qui sont raisonnables, parce qu'on ne veut pas non plus se disqualifier nous-mêmes aux yeux du marché. Il faut demeurer quand même attractif et réaliste, mais aller le plus vite possible pour nos citoyens puis pour les gens qui ont hâte que ça avance. Puis, comme vous dites, pour sécuriser le plus d'étapes possible avant l'élection, puis placer le destin du troisième lien une fois pour toutes à l'abri de la future élection. Pourquoi ce corridor-là? Ça, c'est la question que les gens se posent. Parce que tout le monde à Québec, ou à peu près, rêve d'un périphérique complété avec un lien à l'est. Là, ce que vous avez choisi, c'est entre le chemin des îles. Donc, on est à l'ouest, pour replacer les gens à l'ouest des deux centres-villes. Donc, entre chemin des îles et soit le boulevard Pierre-Bertrand ou l'autoroute Robert-Bourassa. Pourquoi ça, finalement, c'est le meilleur corridor pour vous? Pourquoi c'est celui-là qui a été retenu? C'est ça, ben vous avez raison. Là, c'était ça ou en fait un corridor un peu plus à l'est. Il y avait des gens qui auraient souhaité un corridor à l'est. Puis c'est vrai que ça aurait été intéressant pour plein de raisons, un corridor à l'est. Boucler la boucle, comme on dit. Puis en gros, les objectifs de sécurité économique, de fluidité, globalement, pouvaient être atteints avec les deux corridors. Mais les éléments qui, ultimement, ont fait la différence, parce que, tu sais, au final, il y a le coût, qui est quand même un élément qui est très important. Le coût du projet. Mais non, on l'a pas le meilleur projet au meilleur coût. Non, c'est ça. Puis cet automne, on va avoir un budget cible, mais je vous dirais que de manière comparative, quand on regarde les deux corridors, pour un corridor à l'est, on aurait eu un pont plus de 2 fois plus long. 5,8 km au lieu de 2,8 km dans le corridor actuel. 20 mètres plus haut. Mais là, on creuse. On creuse en dessous de la ville de Québec. Là. C'est coûteux aussi. Là. Effectivement, il va y avoir une portion tunnel. Ce qui est intéressant à cet endroit-là, précisément, c'est qu'il y a déjà un tunnel qui se trouve là. Donc, on sait que ça se peut. On sait que ce type de roc-là ou de matériau-là peut accueillir un tunnel. Donc, ça, c'est rassurant. Tu sais, quand tu es complètement dans l'exploration, tu n'es jamais sûr de rien. Donc, ça nous rassure. Alors, oui, il y a un coût rattaché au tunnel, mais malgré tout, visualisez-vous, là, le pont, il est plus que le double du pont du corridor actuel. Notre corridor actuel, c'est 2,8 km et 5,8. Donc, c'est extrêmement long comme pont et c'est 20 mètres plus haut. C'est entre autres pour ça que c'est plus long, parce qu'il faut que tu l'amènes plus haut. Donc, il se ramifie plus loin sur les rives. Alors, et ensuite, il y a les terres agricoles sur la rive sud. Veux pas, si tu veux construire une infrastructure sur des terres agricoles, gros enjeu. Mais comment ça qu'on apprend ça aujourd'hui? Sur la rive nord, on le savait en 2018 aussi, ça, me semble, ces détails-là. Pourquoi en 2018, on est encore à... Puis les années qui ont suivi à parler d'un corridor à l'est, c'est pas nouveau d'aujourd'hui qu'il y a cette réalité-là à l'est. Là. Ben non, mais on l'a toujours su qu'à l'est, tu regardes le fleuve, je veux dire, à l'est, manifestement, le fleuve est plus large. Mais vous en parlez quand même, il y a une certaine époque, pendant longtemps, jusqu'à aujourd'hui, en fait. Là. Ben c'est que c'est la balance, je vous dirais, des avantages et des inconvénients. Il y a des contraintes, le corridor qu'on annonce aujourd'hui, central, il y a des contraintes aussi, mais ils sont moins grandes. Tu sais, dépendant où, là, il y a comme 2 têtes sur la rive nord, on va voir le tracé, mais tu sais, c'est sûr qu'il va y avoir des contraintes aussi, puis ça se fort probablement, on va devoir composer avec différents défis. Mais ceux à l'est, ne serait-ce que la longueur du pont, honnêtement, on est dans un contexte de finances publiques où plus que jamais, il faut qu'on gère, il faut qu'on ait les meilleurs projets au meilleur coût. Puis même, je vous dirais, indépendamment de l'état des finances publiques, comme gestionnaire de fonds publics, il faut quand même toujours que tu aies le coût en tête comme facteur ultime, comme facteur décisif. Puis un pont plus que 2 fois plus long et plus haut, juste ça, sa face même, là, ça coûte plus cher. Il y a une composante quand même. Vous avez un devoir de sobriété. C'est l'expression que j'aime utiliser. C'est-à-dire que si on sort de la grande région de Québec, où on sait qu'on est à peu près à 7 personnes sur 10 qui sont derrière le projet, quand on arrive un peu plus vers la région de Montréal, il y a une forte opposition au projet. Sentez-vous cette pression-là? Puis sentez-vous que vous avez un devoir d'arriver avec un projet qui est somme toute pas... qui est pas trop extrême, qui est sobre. Je reprends le mot, c'est vraiment le meilleur. Ben oui, on a un devoir de sobriété, mais pas nécessairement
pour moins déplaire aux gens de Montréal, là. C'est un devoir de gestion des fonds publics. Peu importe le projet, tu sais, nous, moi, je gère au transport, on a 56,1 milliards de projets d'infrastructure projetés sur les 10 prochaines années. Alors, il faut, peu importe le projet, puis la région du Québec, avoir, comme vous dites, j'aime bien l'expression, un devoir de sobriété, puis un devoir de gestion rigoureuse. C'est pour ça que quand je dis meilleur projet au meilleur coût, oui, pour le troisième lien, mais pour l'ensemble des projets. Et ce qui va nous permettre d'atteindre l'objectif, c'est nos fameux modes collaboratifs. Ça, je sais que ça sonne jargonneux, mais en résumé, c'est vrai, tu sais, c'est Les difficile à PPP, ça, c'est quoi ça, un mode collaboratif? Ben, c'est que tu sais, quand on dit signature du contrat début 2027, là, tu signes ton contrat avec la partie privée qui inclut l'ensemble de tes collaborateurs, la conception, la construction, plutôt que de concevoir un projet, puis après ça, de donner un contrat à quelqu'un qui va le construire. Tout le monde est ensemble dès le début. On définit la solution ensemble, parce que là, ça va rester à définir. Oui, un pont, mais quel genre de pont, quel genre d'approche, quel genre d'aménagement, dépendant où tu arrives sur la Rive-Nord, qu'est-ce que ça va nécessiter. Fait que t'es capable, tu sais, par exemple, s'il y en a un dans le groupe qui dit « Ah, moi, j'ai telle compagnie que je connais qui a tel équipement, puis tout ça, fait que si on fait ça de telle façon, je sais que je vais l'avoir pour moins cher. » Tu sais, c'est des exemples comme ça. Fait que ça coûte ultimement moins cher, puis ça prend moins de temps. Tu as plus de chances de respecter tes échéanciers, donc que ça coûte moins cher. On en revient toujours à ça. Le temps file, Mme la ministre. Oui. Quelques questions à rafale. J'entends déjà les gauchistes là, qui vont dire « Ah, là, vous allez créer des nouveaux pôles de congestion. Un échangeur potentiellement à la hauteur du chemin des Îles et un échangeur modifié sur Robert Bourassa ou encore un échangeur d'autoroute sur Pierre-Bertrand. » Est-ce que ça ne créera pas des nouveaux pôles de congestion finalement à Québec, là, cette configuration-là? Bien là, pour ce que vous dites par rapport, tu sais, sur la Rive-Nord, dépendant si tu arrives via Pierre-Bertrand ou via Robert Bourassa, effectivement, c'est différent. Si tu arrives à la 40 par Robert Bourassa, on sait qu'il y a déjà beaucoup de monde. Pierre-Bertrand, c'est un environnement complètement différent. Une autoroute là, comment on peut penser que ça va on peut avoir un boulevard urbain. On peut avoir un boulevard urbain. Alors, puis ultimement, tu joins la 40. C'est ça le but, d'arriver sur... Mais c'est déjà le secteur capital, Pierre-Bertrand, c'est le pire secteur déjà de la région de Québec. Donc là, on viendrait prendre tout le trafic de Lévis et on l'amènerait à la pire intersection de la région. Là, vous parlez de Pierre-Bertrand, qui est le pire secteur. Pierre-Bertrand, capitale, c'est un secteur chaud. C'est très, très chaud. C'est très chaud. C'est parce que l'autre, Robert Bourassa aussi. Mais c'est pour ça que je vous dis, peu importe où on l'installe, au moment où on se parle en 2025, dans la mesure où ça ne s'est pas construit il y a des décennies, au moment où ça aurait été moins compliqué, peu importe où on l'installe, il y a des défis. Peu importe, là. Je pourrais vous arriver avec n'importe quel tracé. Puis oui, il y aurait peut-être des avantages qui ne sont pas dans celui-là, mais il y aurait des inconvénients qui ne sont pas dans celui-là. Fait qu'on aurait la même discussion encore et encore et encore, jusqu'au jour où un autre gouvernement, un jour après nous, va dire finalement, on le fait pas. Je sais que c'est pas une solution. On va tourner en rond. Puis juste pour finir, parce que sur les gauchistes, c'est ça que je vous disais tout à l'heure. On sait ce qu'ils vont dire, Pierre-Marie. Ben non, mais les gauchistes, je veux dire, tu sais, ils sont contre le troisième lien. Dès qu'il s'agit d'une route, dès qu'il s'agit d'une voiture, tu sais, il faut jamais rien faire, il faut jamais rien toucher, il faut surtout pas créer de richesse. Fait qu'à un moment donné, tu fais quoi, là? Taxer les riches, qu'est-ce que ça veut dire? Moi, quand je les entends, on peut-tu taxer les plus riches? Riche, c'est quoi? À partir de quel salaire t'es considéré riche? Eux autres, c'est à comme 60 000 si on n'est pas déjà assez taxé de 60 000 par année, on est riche à les entendre parler, ces gens-là. Quelques mots. Eux autres tournent en rond, c'est le cas de le dire. Ouais. Quelques mots sur SACLIC avant de vous laisser aller, Mme la ministre. Allez-vous témoigner? Ben, quand je recevrai une je m'attends, oui, là. Fait que je m'attends à recevoir éventuellement une convocation, une date. Souhaitez-vous témoigner? Je pense que ce serait une bonne chose, oui. Parce qu'il faut que je puisse expliquer une fois pour toutes ma partie de cette histoire-là, ma très courte partie, il faut dire, parce que, bon... j'écoute, moi, ça, je l'ai dit il y a une semaine, 2 semaines, là, j'ai fait beaucoup d'entrevues, puis on me parlait beaucoup de ça. Je trouve scandaleux ce qui se dit jour après jour à cette commission-là. Là, on est dans des périodes, c'était même avant la CAQ, là, des gens qui viennent dire, là, comme ça, là, candidement, ou très ouvertement... On savait que ce serait le bordel. Les dépassements de coûts, c'est pas une surprise. On nous disait, c'est pas grave, il faut continuer. C'était pas envisageable d'arrêter. Pas trop clair quelle information se donnait à qui. C'est des affaires de fous, les affaires d'appel d'offres, les taux horaires. En tout cas, je fais attention à ce que je dis, mais je me mets à la place du contribuable, moi, là. Ben, qui écoute ces nouvelles à chaque soir en revenant, puis qui ouvre les nouvelles, puis qui entend ça. Il faut absolument aller au fond de cette affaire-là depuis 10 ans, tout ce qui s'est passé. Et que M. Galland fasse son rapport. C'est ça, mais quand on écoute, nous, la commission Galland, on apprend ça, là, 1800 contrats qu'on découvre, on ne savait pas et tout ça. Est-ce que vous apprenez les choses en même temps que nous ou vous saviez ces détails-là? Les 1800 contrats, mettons. Là. Oui, non, mais ça...
mais il y a une grosse... C'est parce qu'il faut vraiment que je fasse attention parce que, tu sais, on nous a sensibilisé, la commission, au fait de faire bien attention, de ne pas se porter en... Tu sais, de ne pas se mettre en situation qui serait inappropriée, là, puis on va aller témoigner quand ce sera le temps. Mais... Tu sais, c'est pas tous les contrats. Il y a différents contrats pour différentes choses. Mais quand j'entends les témoins actuellement, là, beaucoup de témoins la dernière semaine, les 2 dernières semaines, puis actuellement, là, aujourd'hui, je l'ai pas écouté, mais tu sais, c'était beaucoup 2015, 2016, 17, 18. Des fois, il y a des liens avec 2020 puis plus tard, mais c'est au moment où des décisions sont prises. Parce qu'on se rappelle que le contrat là, avec l'Alliance, là, le contrat central de ça avec lequel on vit jusqu'en 2027 a été signé en 2017. Et tout ce qui entourait ça avant 2017, autour de 2017, qui était le Parti libéral à cette époque-là. Donc, il y a là aussi beaucoup de choses qui semblent s'être passées. Ça prend une entité neutre pour faire du ménage là-dedans, qui est justement la Commission Galland. On va lire le rapport. Mais, tu sais, il y a eu une cascade. L'impression qu'on a, moi, quand je regarde ça, puis comme les contribuables aussi, c'est dans les années avant la CAQ, là, moi, on n'était pas là. C'est qu'il y a eu une cascade de choses qui se sont produites. Puis là, ben, à un moment donné, on s'est ramassé dans une certaine situation. Puis le VGQ, pourquoi il y a une commission d'enquête? Le vérificateur général, le 20 février, a mis au jour des informations comme quoi il y a de l'information inexacte ou fausse ou incomplète qui aurait été transmise à des décideurs, à des gens. Et c'est là que nous, on a dit ça prend une commission d'enquête. Nous, notre gouvernement, on l'a déclenché parce qu'on est les premiers à vouloir comprendre exactement ce qui s'est passé pendant 10 ans. T'sais? OK. Et donc, on n'a même pas eu le temps de parler du tramway. Ça n'a pas de bon sens. On n'a même pas eu le temps d'en parler. C'est vous fait, devez être déçus. C'est fait. Parce que mais je vous ai entendu C'est dire réglé, ce de toute matin. façon. c'est fait. Vous avez dit ce matin, on va le faire, Bon, le ça, c'est tramway. fait, on en a parlé. Oui, Mais il y a des pépines dans le boulevard Laurier, Jérôme. Oui, je On sais, le mais fait. c'est ça, ce matin, vous avez dit on le réalise. Mais là, il y a un candidat mairie qui n'en veut pas de tramway. Ça complique-tu la patente un peu, ça? Sa Ben, maman, c'est parce elle veut pas qu'il y a de des tramway. travaux déjà en cours, comme dit notre ami ici. Là, effectivement, il y a un chantier qui est là. Puis là, ben moi, là-dessus, tu sais, c'est pas que je veux pas répondre, c'est juste que il y a une élection municipale, fait que donc des propositions, des idées sur des projets dans le cadre de l'élection municipale, il y en a plusieurs. Il y a le tramway, mais il va y avoir d'autres choses. Fait que moi, je peux pas répondre sur les propositions hypothétiques des 2 candidats, que ce soit M. Marchand, M. Hamad. Il y aura l'élection, on verra qui va être élu, puis on va travailler avec. Hey, dernière question, j'allais l'oublier. Le fédéral, ça va vous prendre le fédéral, puis le 3e lien, là. Ben il faudrait, oui. On s'attend, puis là, bon, 50%, on a un gouvernement 40, qui veut 60. des projets d'infra, qui veut des projets économiques. On est en train de faire tomber les barrières. Là, on a fait un projet de loi pour ouvrir les barrières entre les Mais provinces. est-ce que c'est un projet du libre-échange d'intérêt canadien? national? Parce que Faut lui, être c'est ça équipé. qu'il cherche, M. Carney, des projets d'intérêt national. Est-ce que c'en est un, le 3e lien? Des nation building. Ben oui, c'est ça, je vous dis. Tu sais, nous, si on dit, on veut que tout puisse circuler, puis là, ben nous, on est les voisins de l'Ontario puis du Nouveau-Brunswick, mais si on veut un genre de libre-échange canadien, ben il faut avoir les moyens de nos ambitions. On ne peut pas 40, que le monde 50. se mette à circuler ici puis que le pompier la porte ferme, on va avoir l'air fou. Quel bout de la facture? 40, 50, 60, 30, 20? Quel bout vous souhaitez? Le plus possible. Le plus possible. Mais c'est global, c'est au-delà du 3e lien. On souhaite un réinvestissement dans nos projets d'infrastructure au Québec. Ça fait longtemps que le fédéral se désengage et on souhaite effectivement que l'arrivée de M. Carney, parce qu'on sait que son prédécesseur c'était contre le 3e lien, ne voulait rien savoir de ça. C'est un idéologue. Pas. Ouais. Donc là, maintenant, on espère une nouvelle ère. Merci, Mme la ministre, d'être passée. Merci à vous. Merci beaucoup. On vous souhaite un bon été. Merci. Au plaisir à vous de aussi. se parler. Bonne Il journée. est 12h44. Mme Geneviève Guilbeault, ministre des Transports, vice-première ministre du Québec. Revenez avec nous. On reste là dans Trudeau-Landry.